Si tu veux gagner des courses, tu gagneras de l'argent. Si tu veux gagner de l'argent, tu gagneras pas de courses. Le mental, on l'a pas. On est né avec ça, on est avec cette idée qu'on est là pour gagner et pas pour faire deuxième. De temps en temps, on pourrait laisser un peu de liberté à certaines personnes qui sont peut-être plus douées que ceux qui ont des diplômes. Parce qu'ils auront la volonté de gagner que d'autres ne l'auront peut-être pas. Pour moi, le sport, ça a toujours été un jeu. Ça n'a jamais été un métier. Et ce jeu, on me paye pour le faire. C'est quand même pas si mal. Mais le plaisir que j'ai eu en 86 à courir, à jouer un petit peu à droite avec comme j'en avais eu, mais c'était génial. Ça, personne ne peut le vivre comme moi je l'ai vécu. Bonjour à tous et bienvenue sur Les Bâtisseurs. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par un grand champion français. Je vous présente Bernard Hinault. Pour les plus jeunes qui ne le connaîtraient pas, Bernard est le dernier grand champion français de cyclisme. Il a vraiment, pendant sa période d'activité, surpassé tous ses concurrents. Il a été 5 fois champion du Tour de France, 3 fois d'Italie, 2 fois d'Espagne, champion du monde. Bref, il a un palmarès long comme mon bras. Si je l'ai invité aujourd'hui pour nous raconter sa vie, c'est parce que j'aimerais comprendre, avec vous, quels ont été les ingrédients de son succès. Quels ont été les éléments qui lui ont permis de devenir le champion qu'il a été. Que vous soyez un simple curieux du sport ou un grand passionné, je suis certain que cet entretien vous comblera. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Tout de suite, Bernard Hinault. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des Bâtisseurs. Alors aujourd'hui, je suis ravi parce que je suis avec un champion et sur les Bâtisseurs, on cherche à bâtir le corps et l'esprit et qui d'autre qu'un champion dans le monde sportif pour pouvoir en parler parce que les deux sont extrêmement importants. Donc j'ai avec moi Bernard Hinault. Bernard Hinault, bonjour. Bonjour. On va entamer directement, j'ai déjà fait toute la petite présentation avant. Pourquoi ce surnom du blaireau ? C'était un mot qui était dans le peloton où tout le monde s'interpellait en disant que tu fais blaireau. Et il y a 2 coureurs de chez moi avec qui je m'entraînais très souvent, qui s'appellent Talbourdet et Le Guillou, qui ont dit devant Chani, qui était un écrivain et un journaliste de l'équipe, c'est un blaireau. Et Chani l'a écrit, c'est le blaireau. Et c'est parti. D'accord. Et c'était pas un peu gênant pour vous au début ? Enfin, vous l'avez accepté Pas du tout, parce que quand on connaît l'animal et comment certains le chassent, on sait que c'est un animal qui rentre dans son trou, qui affronte l'adversaire, donc les chiens, et puis quand il sort, il mord. C'est à peu près la même chose. Ça vous correspondait bien ? Faut pas me chatouiller. Il y avait aussi le surnom le menhir breton aussi, si je dis pas de mais bêtises. ça a été beaucoup plus oublié plutôt que le blaireau. Le blaireau reste toujours, alors que très très rarement on dit le menhir breton. D'accord. On va reprendre du coup tout le fil de votre vie. Donc on va commencer par le commencement, donc votre enfance. C'était quoi votre enfance ? Heureuse, un peu bagarreur. Je pense que c'est peut-être ce qui a fait ce que j'ai été, donc un combattant dans le vélo. J'ai une vie, je dirais heureuse, avec 2 frères, une sœur, des parents aimants. Non, c'était vraiment génial. Dans l'éducation que vous avez reçue, ou peut-être dans les exemples que vous ont donné vos parents, il y a des choses que vous avez récupérées, vous, des règles qui vous ont construit, qui ont été utiles. La première des choses, c'est le travail. Si tu bosses, tu as quelque chose. Si tu bosses pas, tu n'as rien. Donc, mon premier vélo, il a fallu que j'aille c'est mon frère qui l'a acheté et j'ai dû le payer à mon frère parce que mes parents ont toujours dit, si tu veux quelque chose, tu vas aller le chercher. On te nourrit, on te loge, on te blanchit, mais le reste, c'est du loisir. Donc, tu vas te le chercher. D'accord. Et puis, ça n'a pas été difficile. Et c'est une bonne motivation pour gagner. Ils faisaient quoi, vos parents Alors, mon père travaillait à la SNCF et ma mère avait 3 hectares de jardin. D'accord. Donc, il fallait que je lui donne un petit coup de pouce, même parce qu'elle faisait des oignons, elle faisait des carottes, elle faisait des haricots, et puis de la volaille, ce qui nous permettait de vivre presque en autarcie. Et alors, vous étiez un peu bagarreur, vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez un peu développer cet aspect-là de votre enfance ? Très souvent, c'était... il y avait l'église, il y avait de l'autre côté un mur. Donc, de chaque côté, il fallait comme il y avait l'école catholique et puis l'école normale, quoi, c'était la bagarre entre les deux. C'était bien. Ça en mettait une petite. Vous participiez beaucoup à ça ? J'étais surtout le premier. Ah, d'accord. Premier à prendre les coups, à les donner. J'ai donné, j'ai reçu, mais ça fait partie un peu comme dans la compétition après. On peut pas toujours gagner, c'est pas possible. Mais j'étais pas le dernier à donner. Ça vous a été utile sur l'aspect peut-être résistance. Résistance et puis cet esprit de combattant qui baisse jamais les bras, quoi. Et l'élève, du coup, il était aussi tumultueux, il se bagarrait dans la cour ou il était un peu plus... Dans l'école, il valait mieux être tranquille parce que, bon, à l'époque, moi j'étais chez les curés, donc les curés, si toi tu voulais chercher la bagarre, c'est eux qui t'en mettaient une. Donc,
Et puis, si tu en mettais une, tu disais rien parce que le père, il te remettait une deuxième. Donc, c'est une bonne éducation. Ouais, c'est une très Bon, bonne- après, j'ai eu mon certificat d'études. J'ai fait, après, un brevet professionnel pour être ajusteur que j'ai eu. Non, je me suis pas trop mal débrouillé, mais mon brevet D'accord. professionnel d'ajusteur, ça m'a jamais servi parce que j'étais tout de suite dans la compétition. Donc, prendre quelques baffes, quelques coups de pied au cul, ça vous a été utile. Oui, oui, ça permet vraiment de dire, OK, je peux en prendre, mais je peux en donner. D'accord. Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, du coup, votre premier vélo, vous l'avez eu, donc vous l'avez acheté à votre frère. Ça avait une signification déjà à cette époque pour vous, ou juste vous étiez en train d'acheter un vélo Bah, j'étais pas spécialement un coureur au départ, parce que moi, je Oui, viens de bien la sûr. course à pied. J'ai fait 4 ans de course à pied. Et puis, j'ai un cousin qui était dans la compétition de vélo. Puis, je me suis dit, tiens, je vais faire comme lui. D'accord. Donc, mon frère qui avait acheté ce vélo a fait une course, il a trouvé que c'était trop dur. Donc, j'ai dit, j'ai dit, donne-le-moi. Mais c'était une charrue, le vélo. C'est de l'acier, c'est hyper lourd et tout. Je suis arrivé à la première course que j'ai fait. Le matin, j'ai dit à ma mère, je vais te ramener un bouquet. Et ma mère m'a dit, espèce d'innocent. Comme pour dire, ça va pas, non? T'as jamais fait de compétition, tu sais même pas ce que c'est qu'une course, et tu vas gagner. Et j'ai gagné. C'était le début d'une belle histoire de vélo. Et du coup, la maman était fière. Ah ben c'est sûr, quand on voit elle, bon, malheureusement elle n'est plus là, mais quand on la voit avec le bouquet que je lui offre, c'est quelque chose qui te marque en tant que jeune personne, quoi. Bien sûr. Et votre père là-dedans, par rapport à... Mon père aurait toujours voulu être un coureur cycliste, mais mon grand-père n'avait pas les moyens, c'était un agriculteur, il n'avait pas les moyens de lui payer un vélo. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été au boulot. Mais il faut savoir que mon père, il n'a jamais eu de voiture. Il a toujours eu que des vélos. Et ma mère aussi, elle a fait beaucoup de vélos. D'accord. C'était leur moyen de déplacement. C'est un peu infusé quand même alors. Peut-être qu'ils m'ont donné un petit peu tout ça, leur résistance, leur volonté. Et puis, je crois que ça fait un bonhomme. Et vos débuts en professionnel, ça se passe comment? Alors, la première année, je suis avec Jean Stablinski. Il me met dans beaucoup de courses dans le nord de la France, alors que moi qui n'étais jamais sorti de mon trou, pour ainsi dire. Et on s'est accroché à un moment donné. Parce qu'il voulait que je fasse toutes les courses. Il voulait que j'aille faire le Tour de France pour foutre le bordel pendant 8 jours. Et puis après, il dit, tu rentres? Non, si on va au départ du Tour, on ne va pas pour foutre le bordel, on va pour gagner. Et donc, comme j'avais 20 ans, c'était pas la peine d'essayer. Ce qui fait que j'ai fait une année avec. Et puis, c'est Cyril Guimard qui a repris l'activité de Gitane à l'époque. Et il y a eu une bonne entente entre nous. Il a amené des choses nouvelles. Donc, la recherche médicale avec le professeur Ginet, la suivi médical plutôt que la recherche, l'alimentation, la technologie dans le vélo, améliorer les performances. Et ça a été un moment fantastique. C'est quelque chose qui a beaucoup joué après dans vos réussites futures, ce côté optimisation un petit peu partout. Ah ben ça fait, oui, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc j'ai eu cette chance d'être à la Régie Renault, et à la Régie Renault, ils avaient une soufflerie. Donc une des premières choses qu'on a fait presque au départ, je pense que 76, 77, avec Cyril, c'est d'aller en soufflerie pour voir si la position qu'on a sur un vélo est la meilleure. Et là, on s'est aperçu que j'étais vraiment un crapaud sur une boîte d'allumettes. Donc, j'étais vraiment pas bien du tout. Et quand on a trouvé la technologie, parce qu'on cherche, et puis on met des capteurs cardiaques, on fait plein de petites choses, puis on s'aperçoit qu'il faut changer carrément la position sur le vélo. D'accord. Et à la sortie, on gagne 10 pulsations à la minute. Ce qui est énorme. Ok. En augmentant sa puissance, en étant dans une position de repos, c'est fou, quoi. De toute façon, on va y revenir là-dessus, on va détailler un petit peu parce qu'on a pas mal de sportifs, alors peut-être pas dans le vélo, je sais pas, qui nous suivent. Donc je pense que ça sera des sujets qui vont les intéresser. J'aimerais aussi parler de l'importance peut-être du coach dans les débuts. Le premier coach important que vous avez pu avoir et le rôle qu'il a pu jouer. En quoi ça vous a construit après? Le premier, c'était Monsieur Leroux, quand j'étais cadet, donc à 17 ans. Lui m'a toujours dit, si tu veux gagner des courses, tu gagneras de l'argent. Si tu veux gagner de l'argent, tu gagneras pas de courses. Et c'est une bonne philosophie. Après, j'ai fait de la piste avec lui. J'ai été champion de France parce qu'on a travaillé, parce que c'était un professeur d'éducation physique déjà. Donc il m'a appris plein de choses. Et après, quand je suis passé professionnel, avec Stablinski, c'était pas vraiment un entraîneur. Mais la suite, c'est avec Cyril, où là,
Cyril qui a été à l'école de Macolin. Macolin, c'est en Suisse. C'était le centre de formation de tous les éducateurs suisses. Donc, il a appris des choses, il les a retransmis. Et suite après, en 83, quand j'ai quitté Cyril, j'ai pris le professeur. Paul Koschli, qui était celui qui enseignait en Suisse. Et là, j'ai réappris à m'entraîner à 28 ans. Et c'était un autre moment de ma carrière avec du plaisir parce que la manière dont il enseignait, te disait, bon, je t'apprends, mais après, tu dois être indépendant. C'est pas à moi de te dire sans arrêt, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tu dois être capable, par rapport à tes objectifs, de les faire sans que je te le dise. D'accord. Et vous pensez que ça, c'est sa philosophie et depuis, c'est resté? Ou, comment dire, est-ce que les coureurs aujourd'hui sont tous dans cette philosophie-là? Ou, non. Vous trouvez que ça manque? Bah, c'est à eux de savoir. Ce sont pas à mon avis, ce sont quand même pas des machines. Donc, c'est à eux de savoir, par rapport aux aptitudes qu'ils ont, aux capacités qu'ils ont, de se dire, ben, ça va aller, je vais faire ça, 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 ça. Et c'est beaucoup plus intéressant parce que si y a un coach qui vous dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Il y a des jours, tu peux le faire. Il y a des jours, tu peux pas le faire. Mais on va t'obliger de le faire. Donc, tu vas le faire à contre-cœur et c'est pas du bon boulot. Il y a d'autres jours, tu vas pouvoir faire plus qu'ils te demandent. Ben non, faut pas que j'aille plus loin. Alors, c'est ridicule. Moi, je trouve que c'est un peu ridicule. D'accord. Donc, il y a quand même une notion peut-être d'indépendance. Ouais, d'indépendance. Peut-être un peu de plaisir dans le fait de savoir ce qu'on est en train de faire. Ah ben, c'est vachement important, oui. Avec Paul, parce que c'est Paul Koschli, on apprend la physiologie, on apprend son corps, on apprend à le maîtriser, à savoir exactement ce qu'on peut faire, sans aller trop loin. Et puis il y a des jours, ben, ça marche super bien, et d'autres jours un peu moins bien. Mais... Et sur cette question de physiologie, etc., c'est quoi les premiers trucs où du coup vous avez tout revu? À quoi ça sert? À quoi ça sert les muscles? Revoir l'alimentation, revoir tout. Donc, par exemple, sur l'alimentation, vous avez changé quoi là-dedans? Alors, moi, j'ai connu les deux. Où, au début, quand je suis arrivé dans le vélo, on te dit qu'il faut manger des steaks parce que c'est de la force. Ouais. C'est ce que fait normalement les bûcherons, mais c'est pas ça qui fait la force. Donc, j'ai connu ça où on mange un steak à 5 heures du matin. D'accord. Parce que le départ est à 8 heures ou à 8h30, donc il faut normalement le digérer. Mais quand on sait qu'il faut 6 heures pour digérer, pendant 3 heures, l'estomac il travaille encore plus, donc il consomme déjà de l'énergie. Après, c'est l'époque où on travaille avec tous les hydrates de carbone, donc tout ce qui est les céréales, le blé, le maïs, tout ce qui apporte de l'énergie, les sucres lents. Et là, ça change tout, puisqu'il faut que 3 heures pour le digérer. Ouais. Donc, il y a plein de petites choses qu'on apprend comme ça, et puis ça va super bien. Et mine de rien, vous l'aviez senti, vraiment, vous, la différence? Parce que parce que j'avais envie de savoir, j'avais envie d'augmenter mes capacités. Donc, je me pose des questions. Et je les pose aussi, soit au professeur Ginet, qui était à Nantes, soit à l'entraîneur, en disant, ça, c'est quoi, ça? Ça sert à quoi? Vous en étiez au niveau de genre peser, vérifier tous les macronutriments, etc. Ou c'est déjà vous aviez rééquilibré l'alimentation? Je sais pas si ça se faisait déjà. On s'en occupait pas. D'accord. On s'en occupait pas. On consommait, dans le Tour de France, entre 6 et 8 000 calories par jour. Ah oui. Aujourd'hui, ils sont en train de peser et tout. Mais non, tu manges et puis tu regardes si tu prends du poids, tu le vois toi-même parce que quand tu arrives au pied d'un col, si tu as 1 kilo de trop, tu le sens tout de suite. Après, c'est une question d'équilibre du corps. Moi, je sais que quand arrivait le mois de mai, début mai, je faisais 65 kilos et jusqu'à la fin de la saison. Ok. Avant, il y avait des petites variables, mais bon, ça jouait pas à grand-chose, quoi. Mais après, quand les grands objectifs arrivaient à partir du mois de mai, là, c'était réglé d'avance. Il y avait d'autres choses comme ça dans la préparation que vous aviez parce qu'on parle... Alors, il y a l'alimentation. On parle souvent de l'aspect physique de l'entraînement. Déjà à quoi ça correspondait et aussi sur l'aspect mental, parce que je sais pas si vous le prépariez vous ou si vous aviez déjà le mental on l'a pas. D'accord. On est né avec ça, on est avec cette idée qu'on est là pour gagner et pas pour faire deuxième, même si de temps en temps on se fait avoir, on fait deuxième, mais si on part dès le départ en disant je vais faire 3e ou 4e, vous allez pas vous battre pour être le premier. Ouais. Et c'est pas bon. Et vous l'appliquez encore dans la vie de tous les jours, ça? Mais je crois qu'on est né avec ça. On peut pas, on comprend pas de ne pas être numéro 1. Oui, d'accord. Et vous avez, comment dire, c'est quelque chose qui va être souvent interprété aussi mal, c'est-à-dire de l'ego mal placé ou... Prétentieux. Ouais, prétentieux. Il faut les laisser faire. C'est peut-être des gens qui sont jaloux.
Mais si tu pars pas avec ce principe, tu peux pas gagner. C'est ce que moi je pense. Après, qui te traite de prétentieux, on s'en fout éperdument, c'est pas eux qui sont à votre place. Et sur l'aspect du coup physique de l'entraînement, ça correspondait à quoi C'était basé sur des intensités du temps. Quand les intensités cardiaques sont très hautes, le temps est très court. D'accord. Donc, c'est des séances qui sont très dures. Mais c'était bien parce qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on va développer en faisant telle journée avec des intensités du temps. Et puis, on change. Tous les jours, on change. Alors, ce sont des macrocycles ou des microcycles. Un microcycle, c'est 4 jours. C'est un macrocycle, c'est 7 jours. Mais c'est bien. Et vous avez discuté avec d'autres sportifs. Il y a des points communs dans toutes les préparations. Alors aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des points communs, mais l'athlétisme, c'est à peu près la même chose. D'accord. Parce que moi, j'en ai fait pendant 4 ans, donc il y a des moments, quand on fait, pour faire du 1500, des moments où il faut taper dedans, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, j'étais un bon coureur cycliste après. C'est que ce que j'ai fait en athlétisme, avec quelqu'un qui était extraordinaire, c'était Daniel Carfanton, ça m'a servi après. Il y a tant qu'on est là-dessus, il y a d'autres sports qui vous plaisent particulièrement, où vous pourriez vous dire, bon, si j'avais pas fait... S'il n'y avait pas eu le vélo, j'aurais bien essayé ça. Peut-être le rugby. Le rugby ? Bah oui, parce qu'il faut aller au contact. Mais je pense qu'avec les aptitudes physiques que j'ai, j'aurais pu faire pas mal de sports. Des sports d'endurance, des sports durs, j'aurais été très à l'aise. C'est quoi ces aptitudes ? J'ai un cœur qui est très lent, qui est descendu jusqu'à 34, et puis j'ai surtout ce qu'on appelle la VO2 max, c'est-à-dire les capacités pulmonaires de récupérer l'oxygène qu'il y a dans l'air. Okay. Et là, ils sont très, très, très hauts. Quand on a fait avec le professeur Ginet, avec des pays nordiques, des tests pour savoir exactement où il n'y avait que 2 athlètes au-dessus, qui étaient au même niveau, c'était deux coureurs finlandais de ski de fond. Est-ce que c'est dû au froid ? Et moi, je suis né avec ça. Donc, on fatigue moins vite que les autres. Quand les autres, mes équipiers, ils étaient à 150 pulsations minute, moi, j'étais toujours qu'à 130. On récupère plus vite puisqu'on amène plus d'oxygène. Donc, c'est quand même pas mal. Et vous aviez... il n'y avait pas aussi... j'ai cru comprendre une histoire de fémur. Vous avez le fémur... Oui, j'ai des fémurs qui sont plus longs que la normale. D'accord. Donc, c'est un bras de levier. Et justement, en soufflerie, c'est là qu'on s'en est aperçu. Donc, on a changé complètement la position. Oui, avec le levier, donc, effectivement. C'est ça qui est bien la soufflerie, c'est qu'on peut, en mettant des capteurs cardiaques, on voit les différences, donc pas seulement que le profilage, mais aussi si le cœur il bouge, ou il monte ou il descend, et puis on arrive à un moment donné, c'est le sommet de ce qui peut être fait. Et ça se faisait pas avant, c'est plus avec votre époque où ça s'est développé. Ça a été fait dans les années 75, 76, 77, peut-être 78, mais c'est avant 78, ça c'est sûr. D'accord. C'est la chance de la vie. Quand vous avez quelqu'un comme Cyril Guimard qui amène des idées nouvelles par rapport à tout ce qui avait été fait avant, un peu scientifique, un peu de la recherche pour améliorer les capacités de chacun, pour améliorer aussi les performances du vélo, parce que c'est ça qui est important. Les premiers vélos profils qui ont été faits, on avait fait des tests sur piste, sur 1 kilomètre, on gagnait presque 2 ou 3 secondes. Ce qui est énorme. Oui, donc cumuler tout ça, effectivement. C'est ça. Mais le champion doit se prêter à tout ça parce que le but, c'est quand même de gagner. Donc, optimiser tout pour être le meilleur. Et vous n'avez pas un peu l'impression qu'il y a un effet un peu destin quand même ? C'est-à-dire, dans le sens, OK, il y a l'aspect... vous aviez des aptitudes physiques. Comme vous disiez, le mental, on est avec ou on ne n'est pas avec. Vous êtes à une période où vous arrivez à récupérer toutes ces technologies et à les exploiter. Il y a un peu toutes les étoiles qui s'alignent là-dessus. Mais c'est ça, justement. C'est que j'ai eu cette chance de rencontrer les gens qui m'ont apporté énormément, à tous les niveaux. Avec le professeur Ginet au départ, avec Cyril après, avec la régie Renault. C'est comme ça. Mais je pense aussi que les gens qui ont envie de savoir, presque sans le savoir, se rapprochent des gens qui ont le savoir, eux. Oui, d'accord. De manière à améliorer. Et peut-être que ceux qui ont le savoir cherchent aussi désespérément à le distribuer. Donc, quand il y a une oreille attentive... On se retrouve presque systématiquement. Je vais revenir un petit peu sur les débuts. Il y avait des erreurs peut-être que vous commettiez au début, où vous attribueriez ça à des erreurs de jeunesse. Il y a toujours des petites erreurs au départ. Mais il ne faut pas les refaire 2 fois.
Donc, il faut analyser pourquoi on a perdu. Et par exemple? Je sais pas, on fait une erreur de tactique. On dit, mais j'ai attaqué trop tôt ou trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Dire, mais normalement, j'aurais dû gagner là. C'est moi le plus fort et puis je fais l'erreur d'attaquer trop loin ou trop tard, quoi. Tout ça, c'est des petites choses. Après, on corrige tout doucement. Mais c'est quand on est jeune qu'il faut les faire, ces erreurs. Et quand on est vraiment à haut niveau, là, il n'y a plus le droit à l'erreur. Parce que là, on le paye cash. Donc, il y a toute une phase de croissance, de grosse préparation, d'analyse. Mais ça va vite, parce que moi, j'ai eu à peine 3 ans, quoi. 75, je suis rentré dans le peloton professionnel. J'ai commencé à gagner des courses, donc, mais pas des grandes courses. 76, encore un peu plus haut. 77, encore plus haut. Et puis, le but ultime, c'était comme on raconte dans la première BD, c'était le Tour de France 78, avec un programme avec Cyril d'augmenter tous les ans des courses de plus en plus dures. Et à partir du moment où l'objectif est atteint, on dit, on va aller plus haut, on va aller plus haut, on va aller plus haut pour arriver au sommet qui est le Tour de France. Oui, bien sûr. Ça me fait penser, on a fait venir quelqu'un dans le bodybuilding. Il y a un côté un peu, j'ai fait la charge maximale, je l'ai réussi, donc ça veut dire que je peux aller gratter celle d'après. C'est ce processus permanent. Oui, à un moment on arrive, comme là, quand on arrive à gagner le Tour, après il faut rester. Il n'y a pas que le Tour, il y a d'autres courses. Et l'année d'après, on repart au départ du Tour avec une image sur le dos où c'est toi qui as gagné l'an dernier, on va tous être contre toi. À toi de jouer, à toi de savoir ce qu'il faut faire pour battre tes adversaires. Ça vous donnait plus d'énergie, ça, de savoir qu'ils voulaient tous votre peau? Mais c'était comme ça. C'est sûr que ça donne de l'énergie. Mais j'ai jamais été plus méchant en course, dans le bon sens du terme, quand j'étais second. Quand tu es premier, tu domines, tu corriges, tu regardes ce qui se passe. Mais quand j'étais second, là, il fallait être celui qui était devant moi, il avait intérêt d'être sur le qui-vive, parce que la moindre erreur de sa part, ça pardonnait pas. Et sur ces 3 années, qui sont les années pré, on va dire, grande compétition, vous avez... Vous étiez comment en fait dans votre état d'esprit? Vous saviez que vous étiez avec cette mentalité en mode je vais aller tout gagner, je vais cravacher, je travaille, on va y aller? Ou est-ce qu'il y avait un côté un peu plus où vous preniez juste du plaisir et les événements vous ont porté? Je prends du plaisir avant, et puis après c'est les événements qui me portent. Parce que pour moi, le sport, ça a toujours été un jeu, ça n'a jamais été un métier. D'accord. Et ce jeu, on me paye pour le faire. C'est quand même pas si mal. Donc après, vous faites vos grands débuts. Alors, vos grands débuts, il y a aussi de grandes difficultés. Il y a par exemple une chute au Critérium du Dauphiné, si je ne dis pas de bêtises. Et là, déjà, à ce moment-là, on voit l'état d'esprit, vous vous relevez, vous repartez tout de suite. Quand vous finissez le Critérium du Dauphiné, là, vous dites, ça y est, je suis dans le grand bain, c'est le moment, je vais me prouver à tout le monde ce que je peux faire? Ou vous êtes dans votre truc? Je suis dans mon monde, je suis dans la course, je suis avec mes équipiers, les gens qui nous entourent, le mécano, le kiné, mais dans l'esprit d'équipe, vraiment, quoi. Et puis on se dit, bon, après tout, on va aller voir après. Mais déjà, comme le programme avec Cyril avait été prévu, d'avoir des courses de plus en plus dures. Le Dauphiné, c'était un objectif. Là, les classiques avant, c'était aussi... Là, on savait pas trop. Et c'est là qu'on a commencé à comprendre que je pouvais jouer dans la cour des grands. Le Dauphiné, c'était là où il est capable de grimper. Mais après, ça continue. Et d'après, on a fait le Tour d'Espagne dans l'objectif de savoir si je pouvais tenir les 21 jours avec l'idée de gagner le Tour derrière. Et quand il y a eu un sondage en 77 qui avait été fait par l'équipe pour que je fasse le Tour, on a dit non. Non. On viendra en 78 et on viendra pour gagner. Donc on n'a plus le droit à l'erreur. On est obligé de le faire. Et on l'a fait. Mais avec de la sagesse, avec pas de panique, vraiment serein jusqu'au dernier jour, quoi. Et l'avant-dernier jour, il y avait un super contre-la-montre de 72 km. J'étais à 18 secondes, 14 secondes ou 18 secondes de Job Zoetemelk. Je l'avais déjà battu dans un contre-la-montre, donc j'étais sûr de moi. Donc, je n'ai pas fait de cadeau.
Mais vous étiez. En fait, il y a eu la sagesse du coach derrière. Vous êtes rangé derrière ça. Ça s'est pas fait. Il n'y a pas eu de conflit Ben, entre vous. Vous étiez plutôt non, d'accord. pendant très longtemps, jusqu'au moment où on s'est séparés. Et il y avait une envie de gagner de tous les côtés. C'est pour ça que Cyril amenait la technologie, pas mal de choses, et moi j'amenais ma force, mon envie de gagner, et ce qui faisait qu'à la sortie, il y avait des résultats. Et donc en 78, le premier Tour de France Voilà. remporté. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a un basculement en termes de popularité. C'est le premier Tour de France que vous gagnez, ou ça s'est fait progressivement? Ça s'est fait progressivement, mais c'est sûr que tout le monde était content que j'arrive. Bon, il y avait eu Bernard Thévenet avant, 75, 77. Moi, j'arrive en 78. Je suis jeune par rapport aux autres. J'ai juste 23 ans, c'est un peu l'équivalent de l'âge où Eddy Merckx a dû gagner le Tour. La manière de le faire. Et puis derrière, les gens, ils ont dit, ah tiens, d'où il vient celui-là? Mais il y avait déjà cette histoire du Dauphiné, où quand, dans la chute, dans le col de Porte, c'est passé à la télé en direct. Donc là, ça déjà, ouf, d'où il sort celui-là? Et puis les classiques avant déjà qui avaient marqué, parce que c'était diffusé les classiques. Oui, mais il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu de Français à gagner des classiques, et d'un seul coup j'en gagne deux en 4 jours, quoi. Oh, alors que d'habitude il n'y avait pas de Français prétendant à la victoire dans les classiques, et puis une belle comme Liège-Bastogne-Liège, quoi. Et là les Belges avaient dit la première que j'ai gagnée à Gand-Wevelgem, au royaume des aveugles les borgnes sont rois. En parlant parce qu'il n'y avait pas Merckx, parce qu'il n'y avait pas la moitié des grands champions belges, parce qu'il y en avait un paquet. Donc après, on a remis les choses au point. Boum. Tant que vous avez parlé de Merckx, peut-être développer le rapport que vous avez, entretenu avec lui. Même encore aujourd'hui, il y a l'admiration l'un pour l'autre. Moi, ça a été mon idole parce que c'est Merckx, parce que c'est le plus grand, parce que de tous. Et puis le deuxième, c'était Anquetil. Et puis après, j'ai eu cette occasion de courir avec lui. Et dans le 77, justement, suite à ma chute, il était un peu en difficulté et il m'a donné un coup de main dans la montagne, parce que moi, suite à la chute, j'avais quand même quelques difficultés aussi. Et il me disait, accroche-toi à môme. Alors, quand Merckx te dit, accroche-toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'accroches, hein, jusqu'au moment où tu exploses. Et puis, il te réattend et tu recommences et tu te bats. Et finalement, j'ai gagné le Dauphiné, alors que s'il n'avait pas été là, je ne suis pas sûr que j'aurais gagné. Donc, c'est ça, je pense, je ne sais pas, il faudrait lui demander à lui, mais il a vu en moi son successeur, même si je n'étais pas un Belge. Mais ça vient d'où cet esprit-là? Parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est tous des gros compétiteurs, limite, on a envie de flinguer le gars à côté, on ne va pas avoir cet élan de je sais pas si on peut appeler générosité, gentillesse ou de soutien en tout cas. Ça vient d'où? Avec Eddy, peut-être que c'était aussi de régler des comptes avec tous ceux qui l'avaient un peu chatouillé avant. D'accord. Et il s'est peut-être dit, alors j'en sais rien parce que je suis pas à sa place. Moi, j'imagine ça. Il a dit, tiens, le petit jeune, je vais l'encourager, je vais l'aider plutôt que ceux qui sont devant. Et je crois que c'est ça. Tant qu'à faire sa petite revanche. Oui. Je vais encourager le petit jeune plutôt que les anciens. Et il vous a apporté après, parce que vous êtes croisés, mais vous arrivez juste après lui en général. Après, on en a parlé beaucoup. Quand j'ai gagné Liège-Bastogne-Liège sous la neige, il était dans la voiture, il était époustouflé de voir, mais lui aussi, il a fait des numéros exceptionnels, quoi. Mais je veux dire, comment dire, il a eu peut-être un rapport un peu plus de mentor vis-à-vis de vous, Non, mais c'est surtout le plaisir de se rencontrer et de pouvoir discuter encore ensemble. Ok. Quand du coup, là, vous m'avez dit sur la popularité que ça a été de manière assez constante. Quoi, ça a monté. Il y a eu un moment quand même, à un moment donné, vous vous êtes dit, où ça vous a peut-être gêné, ou je sais pas, en tout cas, là, ça commence à faire beaucoup. Non, aucun. Tu vis avec. Tu peux pas faire autrement. Si tu n'aimes pas ça, tu fais quoi? Tu restes à la maison. Donc, tu n'es plus compétiteur. Et alors que tu as les moyens de le faire, donc tu te poses pas la question. Et ça a été naturel à accepter chez vous? Oui. Autrement, j'aurais eu une carrière beaucoup plus courte. Et chose que certains ne supportent difficilement. D'ailleurs, il faut accepter tout. Bon, on est champion. Le public, il est là. On lui donne un peu de bonheur. Parfois, il va un peu loin. Mais c'est comme ça. On peut pas rien y faire contre ça. D'ailleurs, vous avez rencontré, croisé des gars où vous disiez physiquement c'est une machine, mais il manquait autre chose.
qui a fait que ils n'ont jamais pu atteindre le niveau de grand champion? J'ai eu des équipiers mais il leur manquait le mental. Parce que justement, quand on a été avec le professeur Géné, on a pu tester un certain nombre de courants avec des aptitudes physiques, avec les moyens physiques qu'ils avaient. Et puis, dès qu'ils avaient mal, hop, non. Et d'autres, malheureusement, qui avaient des petits moyens, mais qui se battaient pour être à un très bon niveau, quoi. C'est ça qui est pas normal dans la vie. C'est que ceux qui ont des gros moyens n'en profitent pas, et ceux qui en ont des petits sont pas gâtés par la nature. Mais on retrouve un petit peu partout. Au final, tout. Mais c'est la vie qui est comme ça. Mm. Il y a celui qui est là pour être le champion et celui qui est le second et qui a l'occasion, comme dans une entreprise, c'est l'ouvrier et le patron. Hein. On revient à ça. Hein. Mm. Et vous parliez de résistance à la douleur, à la souffrance. Alors, on en a parlé un petit peu de votre enfance. Si je dis pas de bêtises, je me souviens plus, vous n'avez pas les doigts qui ont une perte qui de sont toujours gelés. Ouais, vous racontiez ça. C'est dû à l'étape à Liège-Bastogne-Liège qu'on a fait sous la neige. Donc, au départ, il n'y avait pas les vêtements techniques d'aujourd'hui, c'était des gants en laine. Alors, quand il neige, ça veut dire qu'il fait 0 degré, ça glace. Et Cyril mettait les gants à réchauffer sur pas les radiateurs, mais les bouches de chauffage de la voiture. Il les donne, et puis même pas 2 minutes après, c'était de nouveau gelé. Je pense que si j'avais pas mis de gants, peut-être que j'aurais pas eu ces problèmes avec mes doigts. Mais bon, les gens ils disent non, j'avais qu'à abandonner. J'aurais peut-être pas eu mal à mes doigts. Mais quand on est devant, on peut pas abandonner. Et c'est vrai, c'est vraiment il y a ce truc qui va au-dessus, quoi. C'est une certaine jouissance quand on est devant, quand on sait on lâche les autres tout doucement, mais sûrement. Là, quand j'ai commencé la première côte qu'il y avait, j'avais froid, donc il fallait que je me réchauffe. Et après, j'ai continué à chaque fois dans les bas stocks, je regagnais 1 minute, puis j'ai fini avec presque 10 minutes d'avance sur le deuxième. Mais on parle de moi, mais aussi, moi, je veux tirer mon chapeau à tous les concurrents qui ont fini, les 13 ou 14 ou 20 coureurs qui étaient derrière, parce que il restait que ça, quoi, qui ont eu les mêmes souffrances que moi, mais qui n'ont pas eu ce bonheur de la gagne. Mais qui avait cette mentalité d'aller quand même. Eh ben oui. Et alors, c'était quelle année, ça? 80. 80, ça tombe bien, du coup, l'année 80, c'est l'année où finalement vous devez abandonner sur le Tour de France pour des soucis au genou. Ouais. Là, grande déception, enfin, vous le gérez comment, ou vous vous dites c'est la vie et... Grande déception parce que dans mon idée, c'était de gagner 3. Le Tour d'Italie, que j'ai gagné, le Tour de France et le championnat du monde. Et au Tour de France, je marchais super bien parce que j'avais fait 5 jours de course, j'avais déjà gagné 3 courses. Donc, c'était pas si mal. Et on a eu une étape où on faisait des pavés. 2 jours de suite dans le Tour de France. Et c'est ce qui m'a mis le genou dans le sac. Donc, j'ai lutté pendant une bonne vingtaine de jours jusqu'au pied des Pyrénées. Et là, je pensais toujours que ça allait s'arranger du fait que c'était du plat, que c'était moins dur. Et ça ne s'est pas arrangé. Donc, au pied des Pyrénées, je dis stop, je ne peux plus continuer parce que là, peut-être que je vais handicaper le championnat du monde qui a lieu 1 mois et demi plus tard. Donc, je n'ai pas voulu faire ça. C'était le plus important. Oui, parce que je ratais celui-là. Je pense que j'aurais peut-être pas fini, je l'aurais peut-être fini, mais en m'handicapant, mais j'aurais aussi pas gagné, quoi. Alors que l'objectif du championnat du monde avait une grosse importance pour moi. Surtout que c'était chez nous en France. Oui. Enfin, d'un côté, vous êtes buté, mais vous savez le moment où il faut dire stop. Oui, mais... Ça, vous le savez. Vous le gérez comment? On y croit toujours que ça va passer. C'est pour ça que logiquement, j'aurais dû m'arrêter au bout de 2 jours, quand j'avais mal. Quand on avait eu une étape qui arrivait à Saint-Malo, où on avait une étape de repos. Là, j'étais à 60 km de la maison, j'aurais dû rentrer direct. Puis je dis non, ça va passer, ça va passer. Et puis on a ça dans la tête parce qu'on a toujours envie de gagner, quoi. Et puis on arrive un moment, on se dit stop, il faut savoir s'arrêter, c'est fini. Bon, c'était une déception, ça. Mais bon, on a gagné le championnat du monde derrière.
Oui, et d'ailleurs, vous avez récupéré rapidement parce que 8 jours. 8 jours. 8 jours parce qu'il fallait pas d'activité, il fallait pas. On pense que c'est des petits minéraux qui se font sous un tendon du fait des ondes de choc. Ok. C'est tout ce qu'on a dans le sang, on a plein de minéraux, et puis les ondes de choc, ça fait ça, puis il y en a 2 ou 3 qui se collent, et puis un autre, et puis ça fait comme un petit grain de sable. Et dans ces années-là, il y a eu beaucoup de coureurs à pied, c'était les débuts des marathons dans les années 80, qui avaient ces problèmes-là parce que les chaussures n'étaient pas adaptées, et beaucoup avaient ce problème-là, justement. D'accord. Et en parlant avec les médecins, on dit presque à tous les coups, parce qu'on n'a vraiment jamais su, sauf que j'avais mal. Il me disait, bon, on a ça chez les coureurs à pied, on pense que c'est ça. 8 jours de repos, puis on repart et ça va. Ça vous est jamais revenu après, ce problème au genou, ou c'était récurrent quand même? Non, c'était fini. Après, j'ai eu un autre problème au genou, mais là, c'était sur la hauteur de la selle qui était un peu trop haute, donc j'ai éclaté la gaine, quoi, carrément. Ok. Mais j'ai gagné le Tour d'Espagne quand même, et ça m'a coûté 7 mois de vacances. Et alors, donc, le championnat du monde, du coup. Donc là, vous le gagnez. Donc, c'est 1 mois et demi après. À peu près, oui, c'est vers le 30 septembre. Oui, c'est ça. Non, 30 août. 30 août. Ok. Et le tour finit le 23 ou 24, quelque chose près dans ces. Donc c'est 1 mois et demi après, quoi. Là, c'était en France et tout, il y avait une signification particulière pour vous. Puis surtout, j'avais dit à l'entraîneur national 4 ans avant, quand il m'avait dit que le championnat du monde aurait lieu en France, j'ai dit on le gagnera. Il fallait tenir parole. Ben oui, mais bon, c'était un parcours exceptionnel, un parcours qu'on va retrouver en 2027. Hein. On va refaire la même chose, dur, où celui qui est le meilleur, aussi bien en puissance, dans la montagne, tout, il éclate les autres, quoi. En termes de difficulté, par rapport au Tour, le championnat du monde, je veux dire, on est dans quels rapports, en fait? Alors, un Tour, l'avantage, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Donc, on peut gagner sur plusieurs jours. Le championnat du monde, c'est une journée. Et on a beau être le meilleur, et on ne gagne pas. Parce que vous avez tous les adversaires, vous avez des grosses équipes qui ont 3 ou 4 leaders. Vous en avez 3 dans la roue et il y en a 2 qui sont bons. Et si vous allez les chercher, les autres attaquent. Et il faut un parcours dur. Et Sallanches, c'était le parcours idéal pour moi. Et si on avait fait le championnat du monde 4 fois au même endroit, j'étais 4 fois champion du monde. Hein. Mais bon, il en faut pour tout le monde. Toute cette période-là, donc vous enchaînez vraiment bien là-dessus les victoires. D'ailleurs, il y a combien de coureurs qui ont gagné les 3 grands tours? Vous êtes 6, 7? Quelque chose dans le genre? Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a Merckx, il y a Anctil ne l'a pas fait. Moi, je l'ai fait. Roglic ne l'a pas fait. Je crois pas. Il n'a pas gagné le tour. Non, puisqu'il a perdu par rapport à Pogacar, non. On doit 2 ou 3. 3 ou 4 au maximum. Et pas dans les nouvelles générations, dans les anciens. D'accord. Donc, il n'y a pas grand monde, effectivement. Ouais. Et ça, c'est dû à quoi? C'est le fait que ce soit aussi difficile entre les 3. Hein. Certains disent que c'est pas possible. Moi, je dis toujours que c'est possible. Il suffit de le vouloir. Et puis d'organiser son programme de course par rapport à ça. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, le champion qui voudrait faire les 3 grands tours, il peut le faire. Parce qu'entre chaque tour, aujourd'hui, il y a 3 semaines à mois. Donc, 3 semaines, le Tour d'Italie, le Tour de France, le Tour d'Espagne. Parce qu'aujourd'hui, c'est réparti sur la saison, alors qu'avant, on finissait Liège-Bastogne-Liège, on prenait l'avion, direction l'Espagne. 2 jours après, c'était le départ. On finissait le Tour d'Espagne. 2 jours après, c'était le Tour d'Italie. Et 3 semaines après, c'était le Tour de France. Donc, ça faisait quand même beaucoup de choses. Et tous les coureurs qui ont essayé de le faire se sont tous plantés. Alors qu'aujourd'hui, avec les 3 semaines d'écart entre chaque, ça doit être possible. Ouais, peut-être qu'un autre vous rejoindra. Hein. Oui, mais on voit un équipier qui a gagné aussi le Tour d'Espagne, c'est Sepke. C'est un équipier en or. Il a fait le Tour d'Italie pour Roglic. Il a fait l'équipier en or pour Vingegaard. Et il va au Tour d'Espagne et c'est lui qui gagne. Bon, peut-être les autres l'ont aidé un petit peu, mais ça veut dire que c'est possible de le faire. Et les Français dans tout ça, on en est où?
Parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus de On a grands des bons champions. coureurs, mais je pense qu'ils n'ont pas les aptitudes physiques pour être au-dessus du lot. Comme peut avoir Pogacar, Vingegaard ou Van Aert ou Evenepoel. Des gens qui... Evenepoel, il vient du football. Donc, capitaine de l'équipe de Belgique, junior. Et d'un seul coup, il arrête. Il fait un peu comme moi. Moi, j'ai sauté de l'athlétisme au vélo. Lui, il arrive, boum, du football, vélo. Et il gagne. Et de quelle manière? Alors, notre cyclisme, aujourd'hui, on a des jeunes, on a des bons jeunes, mais je ne crois pas qu'ils ont les aptitudes pour gagner le Tour. Tout simplement parce que ce ne sont pas des rouleurs. C'est des bons grimpeurs, mais ce ne sont pas des extras. Quand Vingegaard ou quand Pogacar vont faire un gros coup de bagarre dans la montagne, les nôtres ne sont pas là. Alors, est-ce qu'il faut changer de tactique? Moi, je pense qu'à l'occasion, il vaudrait mieux courir pour gagner des étapes, gagner à l'occasion le maillot à points, mais il ne faut pas être dans les tout premiers. Il faut être très loin derrière au général, où on va vous foutre la paix, et puis comme ça, vous allez pouvoir vous balader, parce que vous ne serez pas dangereux pour le classement général. Et c'est lié à quoi ça? C'est qu'on n'en trouve plus? Ou c'est qu'on ne cherche pas vraiment, on teste pas ses aptitudes physiques? On n'a peut-être pas le coureur avec des aptitudes qui sont hors normes, comme moi je peux avoir avec des fémurs plus longs, avec une VO2 max très très élevée. On n'a pas ça, on n'a pas ça. Hein. Ça se fabrique pas. Hein. On est né avec ça. Il y a bien un Français quelque part qui doit l'avoir, faut le trouver. Encore faut-il qu'il ait la volonté d'aller plus loin. Non, ce qui serait intéressant, ça serait de récupérer les données physiologiques de tous les coureurs qui sont en compétition, et on comprendrait pourquoi certains coureurs sont au-dessus du lot. Et ça serait génial, quoi. Moi, ça m'intéresserait d'avoir ça, de savoir comment physiquement il est fait. Est-ce qu'il a des grandes fémurs, des avant-bras, tout, comment il est la toquante, comment elle va, s'il a un cœur qui est bas, s'il a une VO2 max élevée. Et là, on peut dire, ok, si lui, il a beaucoup d'oxygène, c'est le carburant, et l'autre, il en a moins, il tousse derrière. Ouais, dans tous les sports, en vrai, ça serait passionnant à regarder, parce que du coup, les aptitudes en fonction en plus du sport vont évoluer. Ouais. Donc, c'est intéressant. On pourrait peut-être aussi le regarder sur la population française, parce qu'en fonction des départements, certains vivent au bord de la mer, d'autres il y a la montagne. Peut-être qu'en plus, oui, mais est-ce qu'il faudrait qu'il fasse du sport? Oui. Si on prend dans la population courante, peut-être qu'il y a 50 000 personnes en France qui ont des capacités physiques extraordinaires, mais qui n'ont jamais pratiqué vraiment le sport, ou un tout petit peu comme ça. Mais après, si on ne les détecte pas très jeunes, oui, bien sûr. Il rentre dans la vie active, le type, il a son job, il n'a pas envie il ne pense pas qu'il pourrait mieux gagner à l'occasion en étant compétiteur. Oui, bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est que peut-être qu'on peut trouver dans les différents coins français des récurrences différentes. Je crois pas. Non. Non. Si j'étais né à Bruxelles, si j'étais né n'importe où, ça aurait été pareil, puisque je suis né avec ça. C'est pas... non, c'est pas parce qu'on est dans une région que l'on a des aptitudes supérieures à d'autres. Je pense pas, parce que quand on a fait ces tests avec les Nordiques, c'était 2 skieurs de fond nordiques. Tout simplement. Et on pense parce que c'était le froid qui fait que les poumons se sont développés un peu plus. Oui, effectivement, j'ai lu ça quelque part aussi, que plus on était au nord, plus les gens avaient tendance à avoir des poumons développés. Quand on est dans la situation où, là, ça y est, vous avez championnat du monde, les 3 tours, vous enchaînez victoire. Comment on continue à se fixer les objectifs? Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on peut aussi se dire, j'ai tout gagné. Non, parce que vous n'avez pas ce problème sur les objectifs à suivre en permanence? C'est simplement parce que c'est une compétition, c'est un jeu. Donc, on en veut toujours plus. Et le jeu fait que on a un adversaire, on dit comment je vais pouvoir le battre aujourd'hui? Je vais le battre dans un contre-la-montre, je vais le battre en montagne, je vais lui mettre une petite correction à tel endroit. Je vais le surprendre parce qu'il n'aura pas regardé sa carte. Et il y a un endroit où le vent va changer, il va partir à droite, à gauche, et on va lui faire un coup de Trafalgar, comme on dit. Boum, boum, et c'est fini. Non, c'est l'envie de gagner toujours. Vous avez déjà... Il n'y a pas eu des moments quand même où vous avez l'envie d'abandon qui s'est... Ça, je ne connais pas ça. En compétition, j'ai jamais eu... on peut l'avoir sur une course, mais qui n'a pas une trop grosse importance, et puis on se dit, mince, il faut peut-être même que
que je bosse un peu plus parce que là, j'ai un objectif dans un mois et il faut que je sois performant, il faut que je le gagne. Et Mais dans les grands événements, j'ai jamais eu cette fatigue en disant ah ben non, c'est dur. Non, non. Je suis là pour gagner dès le départ. Après, vous avez certainement eu des moments qui ont été plus difficiles que d'autres. Il y en a qui vous viennent à l'esprit. Ben, c'est sûr, quand j'étais derrière Laurent Fignon, quand j'ai fait deuxième, je n'admettais pas. Dans ma tête, je voulais gagner. Et lui, il était plus fort que moi, donc il m'a mis une correction. Mais l'année d'après, c'est moi qui ai fait le contraire. Moi, je sortais d'opération, il faut à peu près autant de temps que le temps qu'on est arrêté. Mais bon, c'était comme ça. Puis il faut accepter. J'ai eu un adversaire qui s'appelle Job Zutemel, qui n'a pas eu de chance, qui est toujours tombé ou contre Merckx ou contre moi. Et le jour où moi je suis pas là, c'est lui qui gagne parce qu'il le mérite réellement, quoi. Mais c'est un super coureur, mais il a jamais baissé les bras. Et si j'avais été second, je crois que j'aurais tout fait pour essayer de gagner. Mais quand vous êtes dominé par le meilleur du moment, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Il faut pas baisser les bras pour autant parce qu'un jour il peut avoir une petite défaillance et ce jour-là il faut en profiter. Et il y a besoin d'un haut niveau de concentration quand même. Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure. Est-ce que les courses Non, il faut. Personnellement, pour les contre-la-montre, je dormais. Ça veut dire que j'étais vraiment décontracté. J'étais sûr de moi. J'avais fait le parcours le matin en vélo. Après, j'allais déjeuner. Je me mets au lit, je dors. Et le jour où je dors pas, j'ai pas gagné. Parce que je suis anxieux, parce que je suis un peu stressé. Mais je n'ai pas perdu beaucoup. Le stress, vous le gériez d'une manière particulière ou à part dans un contre-la-montre où je dors pas, mais autrement non. Et d'ailleurs, en parlant de dormir, vous dormiez, vous êtes plutôt gros dormeur, petit dormeur, 5 heures. Donc, avec la dépense d'énergie que vous faisiez Oui, dormir mais 5 heures. Justement parce que cette VO2 max qui est élevée ramène beaucoup plus d'oxygène au niveau du corps, ce qui le fait récupérer beaucoup plus vite que tout le monde. D'accord. Et puis en plus, ça vous fait 3 heures de plus dans la journée, c'est pratique. Eh oui. Ils n'ont pas eu de chance, les autres. Quand donc... Alors après, il y a une période quand même où, vers les années 83, si je dis pas de bêtises, 83, 84, cette période-là, où on commence à se dire, bon, c'est peut-être la fin pour Bernard Hinault, et où là, vous vous remettez avec Tapi. Oui. À ce moment-là, ça s'est passé comment avec Tapi, Super bien. Moi, personnage. quand on a été lui présenter l'équipe, puisque je quittais la régie Renault et Cyril, on lui a présenté l'équipe et tout. Et lui qui venait de racheter Look, donc il faisait que les fixations de ski. Quand on lui a proposé le projet, il dit bon, je veux pas savoir combien ça coûte. Moi, je viens de racheter une société, il s'appelle Look. Le complément du ski, c'est quoi? Le vélo. Alors, si tu me fais une pédale automatique, je te signe le contrat. Je dis d'accord, je vais te la faire. Et 3 mois après, elle était faite. Parce que le fait d'avoir un métier de mécanique, pour moi, ça me paraissait tellement logique par rapport aux ingénieurs qui pensaient qu'il fallait que ce soit très sophistiqué, alors qu'il faut la chose la plus simple possible. Et ça, elle existe toujours, cette pédale automatique. Elle a été modifiée un petit peu, mais la base même est toujours la même. C'est toujours basé sur comment on appelle ça, une butée à l'avant, une talonnière à l'arrière et un ressort. Et ça marche. Et il était comment le personnage Tapi C'était un homme de défi, et moi aussi, donc c'était bien. Plusieurs fois, il me dit, qu'est-ce que tu vas aller faire, comme pour dire, mais c'est même pas la peine que tu ailles. Il me dit, t'as qu'à venir voir, toi, tu verras. Et après, tu gagnes. Et après, il pleure. Mais, il venait nous voir dans les courses, alors que j'étais à la régie Renault, j'ai vu une fois le patron de la régie Renault en 7 ans, quoi. Alors qu'avec Tapi, il venait le week-end, s'il y avait une belle étape ou un contre-la-montre, il arrivait, c'était bien, il mangeait avec nous, quoi. Et on discutait un petit peu de tout. Et ça, c'est grandiose.
Il apportait de l'énergie en plus. Il apportait, enfin, Et le fait qu'il l'envie soit là, de- c'est important, mais Et puis le fait qu'il nous ait donné cette chance de repartir avec une nouvelle équipe, on avait envie de le remercier à notre manière, c'est-à-dire en gagnant des courses. d'accord. Mais il nous a jamais dit, il faut me gagner ceci, il faut me gagner ce. Non. On a dans cet esprit de gagner et de remercier les gens qui nous donnent un coup de pouce, quoi. Et mais peut-être en tant que chef d'équipe, si je peux l'appeler comme ça, il arrivait à peut-être insuffler des choses de temps en temps. Il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin. Il savait très bien qu'il y avait une superbe équipe, même si c'était pas des grands leaders, mais des équipiers, des gens vraiment costauds. Et puis bon, je pense qu'on lui a fait bien plaisir. Au final, il avait bien misé puisque en 85, donc donc vous gagnez vous. Et Lemon en 86, en 86, c'est j'ai oublié son nom. Greg Lemon. Greg Lemon qui gagne. En plus, un bon coup de médias, ouais. C'est un bon coup marketing l'Alpe d'Huez au passage, parce qu'il visait en fait le marché américain. Pourquoi on a engagé Greg? Parce qu'il m'a quand même demandé. J'avais envie qu'il soit là, mais je dis moi ça me dérange pas du tout. Hein. Mais c'est sûr que le marché américain était visé. Et Tapi, loin d'être idiot, il a dit si j'ai un Américain, je vais vendre plus. Mais on l'a sorti quand même en 86. Il m'a dit si c'est toi qui avais gagné, j'aurais vendu plus de pédales encore. Mais bon, c'était comme ça, c'est une parole, on revient pas dessus. D'ailleurs, il y avait un grand, ça a fait beaucoup de débats en 86. Mais c'est les médias qui ont voulu pousser le bouchon en disant il y avait une rivalité. Il n'y avait pas de rivalité pour moi. Je lui ai donné ma parole, Si je veux être un méchant ou un salaud, après l'étape de Pau, j'ai 5 minutes d'avance, je pense pas qu'il aurait pu me sortir. Mais j'avais donné ma parole et j'ai respecté ma parole jusqu'au bout. Peut-être que vous avez été un peu comment dire, joueur avec lui, enfin pour le tirer. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Ça m'amusait un peu. Les gens disent oui, mais pourquoi tu n'en as pas gagné 6? Mais le plaisir que j'ai eu en 86 à courir, à jouer un petit peu à droite avec comme j'en avais vu, mais c'était génial. Ça, personne peut le vivre comme moi je l'ai vécu. Au final, c'est pas l'année que vous gagnez, jouissif, mais c'est quoi, un super souvenir. De savoir qu'on peut tirer les ficelles comme on en a envie. Ça, c'est lié à l'expérience que vous aviez accumulée au fil du temps, plutôt. Oui, et puis le jeu, le plaisir. Parce que si on devait prendre entre 85-86 et plutôt 78, il y a certainement une évolution là-dedans. Qu'est-ce que vous avez été exactement le même tout le long, ou je sais pas, peut-être que avec le temps, peut-être que physiquement vous avez changé des choses. Non, parce que en 78, on était 78 surtout 79, c'était le début de la transformation du vélo. Donc on avait déjà commencé en 78, on l'a fini en 79. Et après, on est resté avec les mêmes dimensions, les mêmes mensurations partout jusqu'à la fin. Parce que c'était le sommet de ce qu'il pouvait faire. On ne pouvait pas aller plus loin. Ok. Donc là, pas de changement en particulier. Ah non. Après, dans la montagne, ça ne change pas non plus. Et puis, la seule chose que j'ai changé, c'est vraiment les méthodes d'entraînement entre Cyril, qui avait ses méthodes à lui, et Paul Kochlik, et les méthodes modernes avec les pulsations et tout, et celles qu'on retrouve aujourd'hui, mais avec des machines, quoi. C'est les machines, alors que nous, c'était notre pouce qui nous donnait les pulsations. Au départ, la montre, et après, notre corps nous disait maintenant tu peux y aller, top, maintenant tu peux y aller, top, maintenant tu peux y aller. On n'a même plus besoin de mettre le pouce pour avoir les pulsations. Le fait d'écouter son cœur, parce qu'on le sent bien quand on fait des efforts violents, vous savez, à 5 ou 6 pulsations près, c'était bon. Ok. Donc il y a une compréhension vraie, profonde du corps, quoi. Mais je crois que la tête, il doit savoir, il doit connaître son corps par cœur, savoir jusqu'où il peut aller, à l'occasion de dépasser ses limites, sans se poser trop de questions, parce que le corps, on ne connaît pas toujours les limites que l'on a. Mais quand vous êtes premier et que vous dominez les autres, vous n'allez pas essayer d'aller encore beaucoup plus haut puisque vous êtes le premier. Ça aurait été très sympa de courir contre Eddy Merckx, toi. Mais dans ces grandes périodes, parce que je ne sais pas si lequel des deux aurait gagné. On serait bien amusé. On peut toujours se poser des questions là. Mais bon, on a rarement vu deux grands champions en même temps.
Il y a eu Coppi Bartali, mais autrement, il y a toujours un champion qui a dominé tout le reste du peloton. D'ailleurs, ça peut être triste parce qu'on peut avoir un second qui du coup n'est jamais le champion et peut-être qu'il aurait été dans une autre période le champion. Oui, c'est un champion quand même, mais et malheureusement pour lui, il tombe sur un os, quoi. Là, on en a deux actuellement qui nous font rêver un petit peu. Hein. C'est Vingegaard et Pogačar, parce qu'un coup c'est toi, un coup c'est moi. Et c'est vraiment une lutte d'homme à homme, quoi. Et ça me refait rêver du vélo, parce que en même temps, je rêvais plus trop. Quand on arrive à 10 km de l'arrivée, je viens à la télé et je regarde le résultat. On écoute un peu la radio, il y a une échappée, bon, bah ça va. Donc, ça sert à rien de rester là, puisque dans 10 minutes, on va voir le résultat à 10 km de l'arrivée. Ou en montagne, ou jusqu'au pied du dernier col, personne n'avait bougé. Alors que là, on a quand même des coureurs qui sont beaucoup plus performants et puis qui s'amusent vraiment, quoi. C'est juste une question de caractère ou il y a eu un changement dans le vélo? Il y a une nouvelle génération qui fait qu'ils ne se posent pas de questions. D'accord. Et ça, c'est génial. Les autres étaient trop cadrés. Ouais. Quand il y avait eu Eleos à un moment donné qui gagnait, ou ceux qui étaient avant, c'était réglé d'avance. Ils se mettaient à 5 devant ou 6 devant et que je t'emmène à mort. Et puis personne ne pouvait attaquer. Là, aujourd'hui, il y en a qui attaquent, qui osent attaquer. Des Pogačar, des Vingegaard, des Roglič. On a un peu de plaisir. Il y a eu certainement beaucoup d'autres changements en termes de technologie, etc. après. Vous en pensez quoi de tous ces changements? Est-ce que vous y avez aussi peut-être participé un peu de l'autre côté? Non. Nous, ce qu'on a fait donc avec les vélos profil, les premiers vélos carbone aussi, c'est Look qui les a fait, la pédale automatique, les recherches d'entraînement. Aujourd'hui, tous les contrôles sont faits avec des capteurs et tout ce que tu veux dans tous les sens, l'ordinateur. Mais avant, c'était ton corps qui te disait. Alors, OK, c'est la technologie, mais c'est pas plus important que ce que l'on faisait il y a 40 ans. Tout ce qui a été fait par Paul Koechli, c'est lui qui a mis en route, pour ainsi dire, tout ce qui est aujourd'hui. Sur les intensités, sur le temps, sur les temps de récupération et tout. Et si Paul Koechli aujourd'hui était un entraîneur, il serait encore un très bon entraîneur par rapport à tout ce qu'on a aujourd'hui. Le mot est lâché. Sur la question aussi de l'oreillette, j'ai vu une vidéo de vous en voiture. Vous étiez en voiture à ce moment-là, je crois, où vous ralliez sur la question de l'oreillette. Moi, je suis contre. Parce que ce ne sont pas des machines. Moi, je me suis engueulé avec Cyril des fois. Je lui ai dit, moi, je m'occupe de mon guidon et toi, de ton volant. Hein. Parce que c'est toi qui sais si tu as l'aptitude aujourd'hui pour être devant ou tu ne bouges pas. Quand on est dans la voiture, attaque. Ben oui, mais je peux pas. Attaque. Ben non, j'ai plus de jus, j'ai plus rien. Tu fais comment? Et puis un jour, il va dire, ben non, tu restes tranquille, et puis alors que tu pourrais être devant. Et moi, ce qui me désole de temps en temps, j'entends des coureurs qui disent, ah mais aujourd'hui, j'avais les jambes. Ben pourquoi t'es pas devant? Pourquoi t'es pas devant si tu as les jambes? Ah moi, pas dit. Putain, mais c'est pas possible ça. Pour quelqu'un qui aime gagner, tu peux pas accepter ça. Encore une fois, c'est le mental, c'est le caractère. Eh oui. Donc là, on a 86, donc vous faites la passation. Vous vous retrouvez à la retraite, vous posez officiellement le vélo. Il n'y a pas un manque quand même juste après là? Non, parce que c'est moi qui ai décidé de m'arrêter. C'est pas quelqu'un qui me fout dehors. D'accord. Et c'est toute la différence. Parce que le jour où j'ai arrêté, je savais ce que j'allais faire déjà dès le lendemain. Moi, je me suis arrêté le 11 novembre parce qu'il fallait faire une grande fête avec 20 000 personnes. Et le 19, j'étais déjà chez ASO. D'accord. J'avais une ferme en même temps. Après, on a eu une société même de distribution de matières premières pour les boulangers-pâtissiers. Donc, c'était pas mal, quoi. J'étais bien occupé. Oui, donc vous n'avez pas eu cette pendant 20 ans, j'ai pour ainsi dire pas pratiqué le vélo, moi. D'accord. De temps en temps, avec Eddy Merckx, avec Rudi Altig, avec Moser, en Allemagne, là, mais c'était 60 km, 2 fois 30. C'était plus la fête que de faire du vélo. Donc, je sortais le vélo de la housse. Je faisais mes 60 km, il retournait dans la housse jusqu'à l'année d'après, quoi. Et en 86, oui. En 2006, quand j'ai arrêté la ferme, je dis là,
ça serait peut-être mieux que tu refasses un peu de vélo quand même. Physiquement, il faut que tu t'entretiennes. Quand tu n'as plus de boulot dans la ferme, il faut. Et donc, j'ai recommencé à faire du vélo. J'en ai bavé pendant 3 mois. Et puis, j'ai retrouvé les petites sensations. Et puis, aujourd'hui, je me fais plaisir. Mais ça vous a pas du tout manqué pendant 20 ans sur le vélo? Vous étiez pas J'y ai jamais pensé. D'accord. Parce que j'avais plein d'activités. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir quelque chose pour ne pas être en train de glamber, quoi, en disant, mais qu'est-ce que je fais, putain, qu'est-ce que je vais à faire? Ah, ben, je sais pas. Non. C'était une vie tellement à fond tout le temps que il fallait arrêter à un moment donné. Et pourquoi l'agriculture alors? Parce que sa vie, un coureur qui a été toujours dehors toute sa vie, il peut pas du jour au lendemain être dans un bureau, c'est pas possible. Hein. Ouais. Il va péter les plombs. Ça aurait été mon cas. Donc l'agriculture, parce que tu sèmes, tu récoltes, tu vois si tu as bien bossé. On revient un peu à la même chose. Le travail fait que tu as les résultats au bout. D'accord. Et puis c'est passionnant. Hein. Si vous avez de l'élevage, vous faites de la génétique, vous voyez vos animaux qui progressent d'une année sur l'autre parce que vous avez bien travaillé, vous avez fait les bons accouplements entre un taureau et une vache et tout, mais c'est le pied, quoi. C'est une autre compétition. Vous avez appris ça comment? Sur le tas, parce que je suis pas paysan de base, hein. Je suis ajusteur. Mais bon, quand on aime les défis, on se pose pas de questions, puis on y va. Et donc vous l'aviez fait avec votre femme, je suppose? Oui, c'est ma femme qui s'en occupait. Moi, j'étais encore ailleurs, donc c'était elle la paysanne, mais il fallait bien que je lui donne un petit coup de main quand même, surtout l'hiver. Le reste du temps, bon, ça va, parce que les animaux, ils étaient dehors, puisque c'est de la race à viande. Et il y avait pas des taureaux, vous avez donné un nom? Alors, c'est pas moi, il y avait dans tout l'ensemble des gens que je connaissais, il y avait des taureaux qui s'appelaient Ulrich, d'autres qui s'appelaient Undurain, parce que chaque année, il y a une date, il y a une lettre qu'il fallait trouver. Donc, il y en a qui disent, celui-là, il s'appelle Undurain. Ah bah oui. Et celui-là, Ulrich. Ah bah oui. C'est le nom donc de vos adversaires. Bah oui. À l'époque, c'était le blaireau était déjà passé, donc autrement, il y en a un qui se rappelait blaireau. Et donc, vous avez fait ça pendant 20 ans, à peu près. Vous avez toujours élevé les mêmes bêtes ou... Ah non, tu changes. Il y a eu pas mal de choses. Au départ, j'avais l'ancien locataire, j'avais promis de rester avec nous jusqu'à la fin de sa retraite. Donc, on avait 10 vaches à lait parce que on n'avait pas le droit à plus. Donc, avec un petit peu d'élevage de taurillons, donc des jeunes taureaux de 9 mois à 18 mois, 20 mois. Après, quand lui, il a pris la retraite, on a tout laissé en friche. On a fait des courses de motocross dans les champs. Puis, il fallait entretenir. Je dis, mince, moi, j'ai appelé un marchand de vaches. J'ai dit, amène-moi des animaux, quoi. Puis, j'étais pas trop mal. J'ai dit, amène-moi un taureau. Le taureau, il a fait son boulot. Et j'ai rencontré sur le Tour de France des éleveurs. Ils me disent, nous, on t'offre des doses de taureaux, mais bon, je pensais des bons taureaux. Et ils m'ont amené des taureaux qui étaient des champions, qui faisaient le concours à Paris, donc des très haut de gamme. D'accord. Je dis là, je peux pas mettre ça sur mes chèvres. Il y avait toutes les couleurs, moi. Donc, pendant 1 an, on a liquidé toutes celles qui étaient de couleurs, des jaunes, des noirs, il y avait de tout, pour racheter de la pure race charolaise. Et puis, on s'est mis dans l'élevage à fond et la génétique surtout. Et ça, c'était marrant. Je veux bien que vous développiez sur la génétique là-dessus, ce que vous avez appris, ce que vous pourriez partager. La génétique, vous avez une vache, bon, elle a un petit défaut, soit elle donne pas assez de lait, soit elle n'est pas assez conformée, il y a plein de petites choses, quoi. Donc, ça, c'est l'observation aussi et puis, vous dites, sur le veau qui va naître, je vais essayer de corriger en mettant ce taureau qui n'a pas ce défaut. Et on regarde le résultat à la sortie. Ok. Et ça marche, des fois ça marche pas parce qu'on n'a pas mis, ce taureau va pas aller avec cette vache parce que, pour des raisons, on n'en sait rien. Mais c'est passionnant d'observer, de regarder, de voir les résultats d'avant du taureau pour voir qu'est-ce qu'on peut corriger, quoi, avec ce taureau-là, quoi. Il ne faut pas non plus qu'il amène une déformation pour la génération d'après, quoi. Oui, effectivement. Donc, c'est tout un beau petit job, ça. Mais c'est sympa à faire. Au final, vous avez toujours été à l'extérieur. Ouais. Et vous vous sentez un petit peu lié avec le monde paysan aujourd'hui, je veux dire,
l'actualité est souvent pas géniale quand on en parle. Ils souffrent beaucoup, etc. Ouais. Vous en pensez quoi de ça? Il faut les défendre. Parce que sans eux, on crève de faim. D'accord. On ne peut pas tout faire du bio, c'est pas possible. On ne nourrira pas la planète avec que du bio. Donc, il faut du conventionnel. Et puis, je pense que les agriculteurs d'aujourd'hui sont pas si idiots que ça. Ils sont pas aussi idiots que ça. Ils font pas n'importe quoi. Ils sont tellement surveillés déjà que ils peuvent pas se permettre de dire je vais mettre 10 litres à l'hectare alors qu'il faut qu'un litre. Et la technologie a vraiment évolué au niveau de tout le matériel avec lequel ils se servent. Ils se servent avec des drones pour savoir exactement quelle dose on doit mettre à droite, à gauche, parce que il y a une pente. Si vous en mettez là-haut, ça va redescendre automatiquement et il y aura besoin de bien moins en bas. Donc la technologie a fait beaucoup de choses. Et il faut arrêter de dire que ce sont des pollueurs. Parce que tout Français est pollueur. Parce que tous les matins, quand il va aux toilettes, il va où? Hein? Ça va dans une fosse septique, ou dans une fosse au départ, ou dans les égouts. Ça va dans une station d'épuration, et l'eau va où? Il faudrait peut-être regarder à la sortie où ça va. Et tous ceux qui sont contre les paysans, ils ont qu'à aller boire à la sortie des stations d'épuration. Ils verront. Tout le monde est pollueur. Et vous pensez aussi, je veux dire, en termes de niveau de vie, leur niveau de vie, c'est pas mal dégradé. Alors, il y a de tout. Il y a ceux qui font de la production de viande ou des cochons. Alors, c'est aléatoire. Un jour, ça marche moins bien. Ceux qui font des poulets. Puis, il y a la concurrence internationale. Il faut pas l'oublier. Si vous faites venir des poulets qui viennent d'Argentine, c'est pas le même prix, mais c'est peut-être pas la même qualité non plus. Ouais. Et puis, quand on dit écologie, oui, un bateau qui vient de Nouvelle-Zélande avec des morceaux de mouton. Je pense que l'écologie, c'est pas mal. On devrait déjà commencer par dire, ceux-là, on va les taxer, puisqu'ils polluent la terre. Alors que nous, on a des productions chez nous qu'on paye pas assez cher. Mais ça serait ce genre de solution qu'il faudrait mettre en place pour les protéger. C'est pas se protéger, mais qu'on arrête de dire écologie, à un moment donné, oui, ok. Mais dans ces cas-là, il faut aussi penser à tous ceux qui polluent à travers le monde, avec des bateaux qui sont aujourd'hui, qui sont pas tous, il y en a qui sont encore au pétrole lourd, et d'autres qui commencent à être au gaz, ou avec bientôt électrique. Mais on peut pas tout changer du jour au lendemain. Je comprends pas, les gens, ils voudraient que dire, non, c'est comme ça. Non. On peut pas tout changer d'un seul coup. Il faut avancer pas par pas, mais sûrement. Quand vous avez dit là, que vous étiez passé aux études devenu agriculteur, vous n'aviez pas de diplôme là-dedans, vous y connaissiez rien du tout. Vous avez appris comment du coup? Je veux bien sur le tas, mais vous avez des contacts, oui, déjà tous les gens qui sont autour de chez vous, l'ancien locataire, il avait des connaissances de la terre. Il savait exactement quand on peut aller, quand on faut pas aller parce qu'elle est mouillée, parce qu'elle est trop dure, parce qu'elle est trop souple. Rien que ça. Après, quand vous êtes avec d'autres personnes, vous discutez. Et puis il y a aussi des techniciens. Et si vous êtes très curieux, quand le technicien il vient, il est super content de vous apprendre des choses. Donc j'étais à l'école avec les techniciens. D'accord. C'est qui m'a appris beaucoup de choses. Vous pensez qu'on a fait peut-être un peu trop sur les... Bon, alors évidemment, il y a besoin de diplôme pour un médecin, ce genre de choses, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être vouloir tout passer par le diplôme, cette habitude de chercher à les collectionner. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Mais de temps en temps, on pourrait laisser un peu de liberté à certaines personnes qui sont peut-être plus douées que ceux qui ont des diplômes. Parce qu'ils auront la volonté de gagner que d'autres ne l'auront peut-être pas. Effectivement. Ça revient un peu aussi on peut faire plein de choses. Même si on n'a pas fait d'études, on n'est quand même pas si idiot que ça. Moi, j'ai fait du commercial alors que je savais même pas au départ ce que c'était qu'une marge. J'ai appris. Et je me suis pas mal débrouillé. Vous avez quoi en tant que commercial? J'ai fait chez Look. Ouais. Parce qu'au départ, j'étais relations publiques, un peu. J'allais dans l'entreprise, puis on m'a dit débrouille-toi, t'es directeur commercial. Je me démerde. J'étais voir mon collègue du ski, puis je dis mais comment on fait? Explique-moi. Et puis hop, ça s'enchaîne et on apprend. D'abord on fait, ensuite on C'est un peu comme dans la course, il faut apprendre il faut tout apprendre. Quand on arrive jeune, on apprend le métier et puis après, on avance. J'ai une citation d'Anquetil qui disait Bernard Hinault confirme une fois de plus que la meilleure façon de se défendre est d'attaquer.
Vous pensez que de manière générale, il en parlait évidemment dans un cadre vraiment du cyclisme, mais ça peut se récupérer comme une phrase de vie, ça? Bien sûr. Moi, avec une autre devise que j'avais, c'est quand tu veux, tu peux. Si tu veux quelque chose, eh ben tu vas l'avoir parce que tu vas travailler, parce que tu le voudras. Mmh. Et il y avait une autre citation que j'avais avec moi. Tant que je respire, j'attaque. C'est-à-dire que je suis pas mort, donc j'y vais. Si vous aviez un message peut-être à faire passer à des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, quelque chose que vous aimeriez leur transmettre, ça serait quoi? Croyez en vous. Vous ne posez pas de questions, avancez, 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 avancez. Bossez pour y arriver. Il y a des places en or dans tous les métiers. Donc il faut croire en vous. Je suis pas le dernier, je suis pas le dernier, mais je vais être le premier. Si vous aviez une chose à retenir de toute votre expérience, et même pas forcément en lien avec le cyclisme. Ce que je retiens jusqu'aujourd'hui, parce que c'est que j'ai eu une vie de rêve. Et je souhaite à tout le monde d'avoir cette vie où tu fais ce que tu veux quand tu veux. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais n'importe qui peut y arriver. Si moi j'y suis arrivé, je vois pas pourquoi un autre pourrait pas y arriver. On finit, alors évidemment j'en ai pas fait la promotion, mais vous participez un petit peu, vous cherchez à transmettre maintenant aussi votre passion, votre histoire. Donc il y a cette BD, donc c'est la troisième. C'est la trilogie. C'était trois. Ici, hop, à la caméra. C'était 3 buts différents. Le premier c'était le maillot jaune, donc objectif 78. Le deuxième c'était objectif 80, c'est le championnat du monde. Et là c'est la fin de ma carrière, donc où on est une légende ou on ne l'est pas. La légende, je vous souhaite que ça soit le plus tard possible, mais généralement, c'est quand on n'est plus là. Ben oui. Donc vous avez encore un peu de temps pour ça. C'est pas moi qui décide. Hein. Bon, j'ai une bonne santé aujourd'hui, mais j'ai eu des copains qui sont déjà partis et qui étaient beaucoup plus jeunes. Donc, faut être fataliste, c'est tout. Mais j'espère mourir le plus tard possible. Et tant qu'on est sur la question de la transmission, c'est quelque chose d'important là pour vous maintenant à cette étape, de chercher à essayer de transmettre un peu des valeurs, des notions, mais c'est ce que je fais. C'est ce que je fais avec mes petits enfants. J'ai 2 petits-fils de 7 et 9 ans et j'essaie de leur redonner ça, leur envie d'être les meilleurs. On verra après la sortie, mais il faut commencer tôt. Et par le biais des BD, comme c'est un peu comme des mangas, le but c'est que des jeunes s'y intéressent et puis se disent mais si lui l'a fait, pourquoi moi je le ferais pas? Il faut les faire rêver. Le rêve fait qu'on peut y arriver. Vous aviez eu des figures comme ça où vous avez pu Moi j'avais deux champions, c'est Anquetil et Merckx. Ils m'ont fait rêver, ils m'ont fait avoir envie de faire la même chose. Dès que j'ai vu que j'avais des moyens physiques, parce qu'au début, on n'en sait rien. Puis après, on se dit, tiens, mais je suis pas si mauvais que ça. Si je suis capable de gagner des classiques comme Merckx, comme Anquetil, et après, si je peux gagner des tours, ça veut dire que je suis pas trop loin, quoi. Mais si on n'essaie même pas, c'est sûr qu'on réussira pas. Voilà. Dernier point. Alors, on finit toujours les entretiens. Alors, je vous avais pas prévenu avant, donc peut-être ça vous viendra naturellement. On aime bien finir avec des petits conseils de lecture. Alors, donc il y a la BD, je mettrai le lien en description. Des conseils de lecture, ou si c'est pas des conseils de lecture, peut-être des choses auxquelles s'intéresser, pour que les personnes qui viennent de finir l'entretien continuent toutes seules leur chemin après. Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Déjà qu'ils lisent la BD, c'est la première des choses. Et puis après, je pense qu'il faut s'intéresser à plein de choses. À plein de revues, il faut pas rester dans quelque chose de strict. Il y a tellement de belles revues de voyages, d'histoire, de technologie. Donc il y en a pour tout le monde. Donc profitez-en. Eh ben parfait. Eh bien écoutez, merci beaucoup.
Merci à vous. D'être venu ici. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir ici. N'oubliez pas, tant que j'ai encore tous votre attention, de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire pour le référencement de la vidéo et pour que peut-être d'autres passionnés qui n'ont pas le référencement puissent l'avoir, parce que ça marche comme ça. De vous abonner aussi, et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne. On a plein d'autres entretiens, il y en a énormément avec Mareuil Édition qui fait aussi du coup votre BD. On a alors d'habitude c'est plus militaire, hein. On a les commandos marines, on a un légionnaire voilà, mais cette fois-ci on a un grand sportif. Ça a été un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci.